Je le dis, si le mot pays et paysan se ressemblent tant, c'est quand même que les deux sont totalement liés. Le paysan, ou la figure du paysan, elle incarne une forme de stabilité. Elle incarne une forme d'ordre, en fait, dans une période qui est très tourmentée. À peine arrivé au salon de l'agriculture ce matin, le président est hué par des dizaines d'agriculteurs furieux. Ça rassure. Il y a tout un tas de choses qui participent, en fait, à faire du paysan, ou la figure du paysan, ce sorte de symbole du citoyen idéal. Comme si de rien n'était, le président se promène de stand en stand, déguste les produits français. Moi, je suis un paysan montagnard, une étape après l'autre. Je pense que d'un point de vue analytique, ce mot paysan, il est problématique. En se focalisant trop sur un mot et sur tout ce qu'il véhicule, on perd un peu de vue tout le reste. Moi, j'ai vraiment le sentiment, là, depuis les manifs, que l'agriculture française doit se cacher pour mourir. L'enjeu fondamental, à mon sens, c'est la question des revenus. Les revenus des agriculteurs ne font que diminuer. Paysans, plus question de nous taire. Paysans, solidaires et vivants. En jouant ce rôle, ils espèrent être entendus et donc ils espèrent que, finalement, on les prendra au sérieux et on mettra en place des mesures qui leur permettent de s'en sortir. Je suis Édouard Morena, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Londres, à Paris. Alors, j'ai écrit un petit livre aux éditions Anamosa qui s'appelle « Paysan ». Alors, ce qui m'intéressait justement, c'était de voir comment ce terme était très présent dans notre quotidien, dans la publicité, dans les différentes productions culturelles. Enfin, on pense à l'émission L'amour est dans le pré, mais aussi dans les discours politiques. C'est un terme qui est aussi souvent employé à la fois pour parler de la population agricole, notamment en ce moment avec la crise agricole, mais aussi plus généralement par rapport aussi à ce que ce mot véhicule, en fait, les valeurs qui lui sont associées. Il y a eu des mobilisations assez massives à l'échelle nationale. Nous sommes en pleine crise des agriculteurs. La colère dans le monde agricole. La colère des agriculteurs qui prend de l'ampleur contre les normes trop étouffantes. Du lisier, de la terre et des pneus, la plateforme logistique de Miramas est bloquée depuis la nuit dernière. On a tous ces images en tête des occupations d'autoroutes, par exemple de bretelles d'autoroutes. Mais c'est lié, on va dire, quand on parle de crise agricole, finalement, c'est une crise un peu permanente. Là, pour le coup, c'est plus une expression d'une crise à travers des mobilisations. Moi, j'ai vraiment le sentiment, là, depuis les manifs, que l'agriculture française doit se cacher pour mourir. L'enjeu fondamental, à mon sens, c'est la question des revenus. Les revenus des agriculteurs ne font que diminuer. Je pense qu'ils ont baissé de 15% ces 2 dernières années. Autant de difficultés qui ont fait fondre d'un quart le revenu des agriculteurs français l'an dernier, qui ont conduit à des drames. Le dernier en date, c'est cette éleveuse bretonne qui a mis fin à ses jours hier matin. Et donc c'est face à cette situation où finalement ils n'arrivent plus à dégager un revenu correct, on va dire, pour à la fois vivre dignement, mais aussi pour pouvoir continuer à pratiquer leur activité agricole, qu'on a eu ces mobilisations l'année dernière. Des sourires et des poignées de main. Pour Emmanuel Macron, le Salon de l'agriculture 2025 commence. Le Salon de l'agriculture, c'est un peu un sorte de marqueur du calendrier, alors pas que du calendrier agricole, mais aussi du calendrier politique national. C'est toujours un événement qui est ultra médiatisé. Même si tous les problèmes ne sont pas résolus, on en est loin. Moi, je passe chaque année 2 jours à la rencontre de nos agriculteurs. C'est un peu l'occasion de braquer un peu tous les projecteurs sur l'agriculture, mais sur le secteur agroalimentaire en général. C'est ça la dimension presque culturelle de cet événement. Comment finalement il participe aussi à entretenir cette idée d'une agriculture, mais aussi plus généralement d'un monde rural. Le Salon international de l'agriculture, c'est d'abord ça, le concours général agricole. À la fois uni quelque part, et c'est un peu tout le paradoxe, c'est qu'en fait il renvoie cette image d'unité, alors qu'en fait il y a des différences assez marquées au sein de ce groupe social. Il permet aussi d'entretenir en fait tout un tas d'idées, y compris des idées reçues sur la vie à la campagne, ce qu'est l'agriculture. C'est le moment pour des paludiers comme je suis de rencontrer des consommateurs. Mais aussi les valeurs qui sont associées à cette vie à la campagne et à cette pratique agricole. C'est un mot du 21e siècle, c'est un mot du 20e, du 19e, enfin, c'est un mot qui a vraiment traversé les âges. Et c'est ce qui, moi, m'intéressait, en fait, notamment dans ce terme. C'est sa capacité à être employé dans tout un tas de domaines, alors que la population agricole en tant que telle, donc celle qui produit,
en agriculture, elle ne fait que s'étioler au cours du temps. Donc à la fois, il y a un vrai décalage entre un mot qui se maintient, voire qui même se renforce en fait à certains égards, et une population agricole qui est en crise permanente et qui ne fait que diminuer. Et du coup, moi, ce que j'ai surtout fait dans mon bouquin, c'est que j'ai pris comme point de départ en fait le Moyen-Âge. J'ai essayé de regarder comment finalement le paysan, déjà à cette époque-là, était utilisé par les élites sociales, par le biais de toute une série de représentations, donc dans des écrits, mais aussi dans des peintures, etc. Et comment finalement ce terme, déjà au Moyen-Âge, était un terme qui était associé à une série de valeurs. Des valeurs qui étaient essentiellement des valeurs des élites sociales de l'époque. Ce rapport, finalement, c'est un rapport qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est un mot qui nous en dit plus presque sur ceux non-agriculteurs que sur les agriculteurs eux-mêmes. Donc on projette tout un tas de choses sur ce mot. Et du coup, à travers ça aussi, sur la population qui est traditionnellement associée à ce mot. Il y a un article de Pierre Bourdieu que j'ai trouvé très, très utile, en tout cas pour mes réflexions, qui s'appelle « Classe-objet », donc qui date, je crois, de 1977, où il présente ce qu'il appelle une classe pour autrui. Et je retrouve ça avec le mot paysan aussi, quelque part. C'est pour moi un mot pour autrui. C'est un mot qui sert avant tout à des populations et à des groupes sociaux non agricoles. Alors depuis le 19e siècle, ce qu'on retient très souvent, c'est la crise démographique. Donc le fait que la population agricole n'a eu de cesse que de diminuer. Elle était majoritaire, voire largement majoritaire en fait au milieu du 19e siècle. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à 400 000 actifs en fait agricoles, ou 400 000 agriculteurs. Cet élément-là, c'est un premier élément qui est souvent associé à ce groupe social, cette idée en fait d'un groupe en crise, un groupe qui ne fait que diminuer. C'est un point important, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Ce qu'il faut aussi voir, c'est comment c'est aussi la grande diversité de ce groupe social, qui est une diversité qui est historique en fait, qui existait déjà d'ailleurs même au Moyen Âge. On retrouvait en fait, c'était pas une population homogène. C'est une population qui était très diverse du point de vue de ses pratiques, du point de vue aussi de son statut social. Cet élément-là, pour moi, il est vraiment central en fait pour essayer aussi de briser en fait cette idée ou cette image qui est aussi parfois véhiculée, notamment par des événements comme le Salon de l'agriculture, d'une sorte de population où ce qui la rassemble serait plus important finalement que ce qui la divise. Ce qui est certain, c'est qu'au cours du 19e siècle, ce que l'on voit, c'est que l'agriculture, elle se transforme et on voit notamment se déployer une agriculture capitaliste. Parmi les actuels paysans du Lot, qui restera? Qui partira? Qui est aussi lié à une transformation plus large en fait de l'économie française, parce que le développement du capitalisme en France, et notamment le développement du capitalisme industriel, finalement, il repose aussi en partie sur la transformation de l'agriculture et cette évolution de l'agriculture vers une agriculture capitaliste qui permette à la fois de dégager des capitaux qui seront ensuite réinvestis dans l'industrialisation, dans le développement des industries, mais aussi, bien sûr, une agriculture capitaliste qui libère de la main-d'œuvre, donc anciennement agricole, qui va ensuite, justement, partir des campagnes pour aller travailler dans les usines et qui va, du coup, permettre aussi d'avoir une main-d'œuvre abondante et pas chère qui va alimenter, en fait, le capitalisme industriel. Avec l'industrialisation du pays, ils découvrent qu'une vie meilleure est sans doute possible à l'usine plutôt que dans les champs. Bientôt, ils seront près de 5 millions d'ouvriers, dont plusieurs millions qui ont abandonné le travail agricole pour le travail à la chaîne. Et cette dimension-là, elle est vraiment centrale pour moi, c'est-à-dire qu'on peut comprendre l'histoire finalement du capitalisme et notamment de l'émergence du capitalisme industriel. C'est pas possible si on ne comprend pas aussi la transformation de l'agriculture et justement son évolution vers une agriculture capitaliste. C'est ce qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté, on voit donc cette transformation en profondeur de l'agriculture, et notamment sa modernisation, le départ aussi de toute une frange de la population qui ne peut plus travailler dans l'agriculture, qui est obligée quelque part d'aller travailler en ville pour trouver du travail et pour pouvoir finalement se nourrir et nourrir sa famille.
Donc d'un côté, il y a ce phénomène-là qui se traduit donc par cette crise démographique, mais de l'autre côté, les politiques, eux, en fait, c'est presque comme s'il y avait un cheminement inverse. En fait, ils contribuent à entretenir, voire à renforcer cette idée, en fait, d'un monde paysan qui serait homogène et qui continuerait en fait à incarner toute une série de valeurs, encore une fois, qui existent depuis longtemps. Enfin, ce phénomène, finalement, il s'explique aussi en grande partie par le fait qu'à la fin du 19e siècle, la population rurale, y compris donc et aussi la population agricole, elle constitue encore une part significative de l'électorat français. Donc c'est un enjeu politique, notamment à partir de 1848, avec le suffrage universel. Tout d'un coup, toute cette masse rurale, aussi paysanne, devient un enjeu politique important. Ils deviennent des citoyens, et donc c'est un vote à conquérir. Et donc pour conquérir ce vote, les hommes politiques de l'époque, notamment les républicains à la fin du 19e siècle, mais aussi les forces plus réactionnaires, donc y compris les forces anti-républicaines d'un côté, et aussi, on le verra à la toute fin du 19e, au début du 20e, les forces socialistes, donc de gauche, vont toutes, en fait, chercher à attirer vers elles le vote rural et donc le vote agricole. Et ils vont faire ça encensant en quelque part cette population, en la présentant comme étant quelque part la sève de la nation, en fait, l'incarnation de la nation, l'incarnation aussi de la République. Et on retrouve ça, du coup, à travers aussi la construction de toute une symbolique autour de l'image de la semeuse qu'on a encore aujourd'hui sur nos pièces françaises d'euros, la création du ministère de l'Agriculture à la fin du 19e siècle, et tout un tas de choses qui participent, en fait, à faire du paysan, ou la figure du paysan, ce sorte de symbole du citoyen idéal. Donc Michel Barnier, qui a été pour une courte période Premier ministre français, à un moment donné, je pense qu'il se fait interviewer par un journaliste et il fait référence finalement à son côté paysan. Moi, je suis un paysan montagnard, une étape après l'autre. La tarentaise ou la tarine, c'est une race de vaches mixte, à la fois laitière et viande. On a Gabriel Attal, donc son prédécesseur, qui a aussi parlé de « il n'y a pas de pays sans paysans ». Sans paysans, il n'y a pas de pays. Sans nos agriculteurs, on n'est plus la France. Lorsqu'il était venu voir des agriculteurs qui occupaient un échangeur autoroutier à côté de Toulouse, debout à côté d'un ballot de paille, enfin, il y avait toute une mise en scène. Je le dis, si le mot pays et paysan se ressemblent tant, c'est quand même que les deux sont totalement liés. Très souvent, c'est qu'en période de crise, finalement, on va mobiliser cette image du paysan. Et d'ailleurs, pas uniquement en période de crise agricole. Le paysan, ou la figure du paysan, elle incarne une forme de stabilité. Elle incarne une forme d'ordre, en fait, dans une période qui est très tourmentée. Voilà, on se sert de ça parce que ça rassure, au fond. Ça rassure la population aussi, quelque part. Et c'est pas uniquement, d'ailleurs, des acteurs politiques plutôt de droite qui vont faire ça. On va retrouver ça également, en fait, du côté d'acteurs politiques de gauche. Quand François Ruffin parle d'exception agriculturelle, en fait, il renvoie aussi à cette idée que l'agriculture et tout ce qui lui est associé, c'est-à-dire le monde qui lui est associé, les personnes qui lui sont associées, les valeurs qui lui sont associées, elles occupent une place particulière et donc elles méritent d'être défendue, elle mérite d'être protégée. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Elle n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. Et ça, encore une fois, ce n'est pas spécifique à une ou l'autre force politique, et c'est ce qui explique quelque part la force aussi de ce terme, c'est le fait qu'il ne fasse pas vraiment débat, en fait. Il y a une forme d'unanimisme autour de ce terme. Et les agriculteurs eux-mêmes, et c'est ce qui est aussi important à souligner, ont aussi très vite compris cela. Et ont réussi aussi à se servir de cela, en quelque sorte, pour avancer leurs propres intérêts, qui, eux, pour le coup, étaient des intérêts sonnants et trébuchants. Lorsque José Bové, quelque part, il joue un peu cette figure du paysan, il promeut cette idée que, voilà, le paysan, il défend la bonne bouffe, il défend quelque part le Roquefort et les produits du terroir contre le Big Mac et les McDo et l'américanisation de la société. Le 12 août 99, José Bové et les paysans du Larzac démontent le McDo de Millau. Quelque part, il entretient aussi cette idée que le paysan et la paysannerie, et donc que les agriculteurs méritent d'être protégés, en fait, méritent d'occuper une place particulière dans notre société, et qu'ils jouent un rôle qui va bien au-delà que simplement la production de denrées agricoles qui seront ensuite vendues dans nos supermarchés.
Donc il y a aussi une capacité de la part de la population agricole et du moins des syndicats et des représentants de la population agricole. Ils ont très vite compris cela et donc ils jouent aussi ce rôle, en quelque part, ce rôle qu'on leur assigne. Parce qu'en jouant le rôle qu'on leur assigne, ils peuvent aussi être entendus, espérer faire en sorte que finalement on prenne en compte en fait leurs difficultés qui sont des difficultés réelles. Il y a une vraie souffrance dans cette population et du coup en jouant ce rôle, ils espèrent être entendus et donc ils espèrent que finalement on les prendra au sérieux et on mettra en place des mesures qui leur permettent de s'en sortir. Paysannes, paysans, plus question de nous taire. Paysannes, paysans, solidaires et vivants. Je pense qu'un moment important pour comprendre la réalité d'aujourd'hui, c'est la période d'après-guerre. On a justement l'émergence en fait d'un capitalisme agraire au cours du 19e siècle, voire même dans certains cas, on pourrait dire avant. On commence à voir aussi une forme de spécialisation, mais c'est vraiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion des dirigeants politiques de l'époque, que l'on voit une vraie transformation, en tout cas une accélération de l'histoire. En fait, on voit une accélération de phénomènes qui ont déjà commencé. Et cette accélération, elle prend quelle forme ? Elle prend la forme d'une spécialisation, qui est une sorte de spécialisation presque territoriale, où on va dire, en Bretagne, vous allez vous spécialiser dans l'élevage. Dans la Beauce et dans le Soissonnais, vous allez vous spécialiser dans les grandes cultures. Et dans les régions, on va dire, peu productives, notamment les régions de montagne, il y a même une volonté de dire, en fait, ces territoires-là, on les laisse tels quels et on s'en occupe plus. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi un phénomène de désertification, en fait, de certaines zones rurales. Un désert, c'est-à-dire une région désertée par l'homme. Les cultures sont abandonnées. La terre retourne en friche. Les murs tombent en ruine faute d'entretien. À partir des années 50 et 60 notamment, la priorité, c'est la modernisation de l'agriculture et aussi sa spécialisation. Et donc à partir de là, ce que l'on voit aussi, c'est le renforcement de phénomènes qu'on voyait presque déjà par le passé. C'est-à-dire où, en fait, on va voir des réalités différentes coexister. Et donc aussi des besoins, parfois, qui sont très différents. C'est-à-dire qu'un producteur de blé dans le Soissonnais, il n'a pas nécessairement les mêmes intérêts, en fait, qu'un éleveur. L'éleveur, pour pouvoir nourrir ses bêtes, il va avoir besoin de céréales à bas coût. Donc, quelque part, il aurait intérêt, presque, dans certaines mesures, à importer des céréales pas chères d'Amérique latine. Le producteur de céréales, lui, il n'a pas intérêt parce qu'au fond, ces producteurs de céréales en Amérique du Sud, ils sont en train de le concurrencer directement. Donc, on voit bien que comment ça peut ensuite entraîner des politiques différentes. D'un côté, on va pousser pour des politiques plus protectionnistes, qui vont chercher à protéger le marché national d'importation de produits agricoles à bas coût, et notamment de céréales, par exemple, alors que de l'autre, du côté de l'éleveur, il va peut-être dire, mais en fait, non, on est plutôt pour une ouverture des marchés, parce que ça me permet de me fournir en denrées à coût inférieur. Donc c'est pour ça que ça, c'est juste un exemple, en quelque sorte, pour illustrer la diversité de cet espace-là. Du point de vue syndical, par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc avec la création de la FNSEA, donc qui est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès le départ, la FNSEA va promouvoir cette idée d'une unité paysanne. Cette idée, au fond, que tous les agriculteurs font partie d'une même famille. Encore une fois, ils le feront. Pourquoi ? Parce que la FNSEA, historiquement, est dominée par un certain type de producteurs, et notamment les grands producteurs céréaliers. Ils occupent une place dominante au sein du syndicat. Eux ont intérêt à ce qu'effectivement, tous les agriculteurs, en gros, soient sous un même toit. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des divisions au sein de la profession agricole. Et à partir de là, se met aussi en place une forme de syndicalisme qu'on pourrait qualifier de syndicalisme de service, en quelque sorte, qui est un syndicalisme qui va avoir une proximité très forte avec les pouvoirs publics, et notamment avec les gouvernements qui vont se succéder. Et à travers cette proximité, en échange d'un maintien d'une forme d'unité de la population agricole, et donc en quelque sorte aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas de tension, en fait, dans l'espace agricole national, en retour, la FNSEA va faire en sorte que l'État garantisse un certain nombre d'aides, etc., qui passeront presque systématiquement par la FNSEA elle-même. Donc c'est pour ça qu'on va parler de syndicat de services, parce qu'en adhérant à la FNSEA, on peut espérer avoir accès à des services, à des aides auxquels on n'aurait pas accès si on n'en faisait pas partie. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi émerger un paysage syndical très particulier.
mais malgré tout, qui va avoir du mal face aux transformations au cours de l'agriculture au cours des années 50 et 60, qui va avoir quand même du mal à contrôler, en fait, sa base, à contrôler, en fait, la population agricole dans son ensemble. Et c'est ce qui va créer aussi les conditions de l'émergence de syndicats d'opposition à la FNSEA. Et je pense notamment à la région de Loire-Atlantique, donc dans l'Ouest, qui va donner naissance à la gauche paysanne, donc les paysans travailleurs, qui vont ensuite, dans les années 80, se transformer en confédération paysanne et qui vont rassembler, quelque part, les perdants de la modernisation agricole, d'un côté, mais aussi des acteurs qui cherchent à développer un autre modèle d'agriculture, y compris dans ces zones plus reculées, que sont notamment les zones de montagne ou les zones qui ont été un peu délaissées, on va dire, par les politiques agricoles nationales. C'est important pour moi, peut-être de faire un geste pour porter la voix de tous les paysans du monde. Donc malgré tout, en fait, malgré ces efforts de la FNSEA à maintenir cette unité paysanne, on va quand même voir émerger des sources de contestation qui vont donner naissance à de nouveaux syndicats et donc à un pluralisme de l'offre syndicale au niveau agricole. Alors là, c'est là où je reprends ma casquette, on va dire, de chercheur, en tout cas. Je pense que d'un point de vue analytique, ce mot paysan, il est problématique. Il détourne notre regard, finalement, de cette réalité. Il projette cette idée d'une forme d'unité, encore une fois, centrée sur une série de valeurs, des valeurs qui, finalement, n'ont même pas besoin d'être associés à des pratiques particulières. C'est-à-dire qu'un grand céréalier de la Beauce, il peut aussi se revendiquer comme paysan. Michel Barnier, il peut aussi se revendiquer comme paysan. C'est-à-dire que ça déborde même de la population agricole. Il suffit finalement d'estimer que l'on incarne en fait des valeurs que sont celles de un certain rapport à la terre, par exemple, ou une certaine forme de solidarité à l'échelle villageoise, etc., etc. Salut Oupette, mais ouais, t'en as marre. Ça entretient cette sorte de ce sentiment, en fait, que la population agricole serait une sorte de tout homogène. Et ça cache aussi, du coup, les réalités de cette agriculture, qui sont des réalités beaucoup plus complexes, en fait. Des réalités où, finalement, quand son voisin agriculteur, eh bien, son exploitation, elle met la clé sous la porte, ça peut nous profiter, en fait. On peut en profiter pour récupérer ses terres, pour s'agrandir. Donc, ça renvoie aussi à cette idée aussi de formes aussi de domination qui sont parfois peut-être plus subtiles entre agriculteurs. Ce que cache aussi ce terme, c'est aussi des formes de domination au sein même du foyer agricole, entre les femmes et les hommes, en fait, entre des membres de sa famille. Il y a toute cette réalité, toute cette complexité, en fait, de la réalité agricole aujourd'hui, qui pour moi, en fait, est un peu masquée, en fait, du fait de l'emploi de ce terme. Et peut-être un autre élément qui me semble aussi important, même quand on regarde les discussions aujourd'hui, quand on regarde le salon de l'agriculture, quand on regarde la loi d'orientation agricole, c'est où est le salariat agricole. Ils sont mentionnés, je pense, dans la loi d'orientation agricole, mais les mesures de cette loi, elles sont essentiellement destinées aux agriculteurs. Donc il y a une forme d'invisibilisation aussi de toute une frange de la population qui contribue aussi à la production de denrées agricoles, qui pour moi est aussi problématique. D'ailleurs, une proportion qui est de plus en plus importante si on prend la population totale d'actifs en agriculture. Où sont les travailleurs migrants, en fait, qui travaillent dans les serres, qui ont des contrats saisonniers, donc qui ont des conditions parfois de travail et de vie qui sont très difficiles. Où sont tous ces acteurs, en fait, aussi de l'agriculture, qui sont aussi essentiels. Où sont les salariés de l'agroalimentaire? Toutes ces personnes, en fait, dont on parlait, qui étaient aussi dans ces sortes de personnes de la première ligne, comme on disait, pendant la crise Covid. Donc moi, ce qui m'importe, c'est aussi ça, c'est qu'on tienne compte aussi de ces réalités-là, qu'on les intègre aussi dans la discussion, qu'on les invisibilise pas, en fait, parce qu'elles sont tout aussi importantes, à mon sens. Et encore une fois, je trouve que parfois, en se focalisant trop sur un mot, et sur tout ce qui véhicule, on perd un peu de vue, finalement, tout le reste.